Bonjour Alexis Bulgari. Bonjour Evelyne Bitumba, merci de m'avoir invité. Alors dans cet entretien, vous nous proposez d'évoquer une artiste hors du commun, Madame Edith Piaf, et de faire revivre pour nous un peu de son histoire et de sa personnalité. Oui, oui. Notre entretien d'aujourd'hui est tiré d'une conférence multimédia qui durait plus de 2 heures que j'ai fait en France et à Monaco il y a une vingtaine d'années. À l'époque, ceux qui l'avaient connu étaient encore parmi nous. J'ai ainsi pu en rencontrer quelques-uns. Marc Bonnel, l'accordéoniste d'Edith, son épouse Danielle Vigneault, secrétaire et confidente d'Edith pendant 25 ans, Gérard Sabat, un des compagnons de la chanson, et le parolier Jean Dréjac. Mais nous y reviendrons. Alors de son enfance difficile, nous savons finalement peu de choses, mais quels sont les faits marquants qu'on peut retenir toutefois? Oui. Né sur un trottoir, enfant abandonné, il faut dire avant tout que de nombreux détails concernant sa personnalité intime, ses relations avec sa famille, ses premières années, sont restés imprécis et le seront à jamais. Les informations certaines et vérifiables dont nous disposons tiennent sur quelques pages. Le reste n'est que conjecture, supposition, légende. De son vivant, elle s'est d'ailleurs évertuée à confondre les pistes. Elle ne se souvenait pas, ou ne voulait pas se souvenir, grand-chose de son enfance. Elle laissait les journalistes écrire n'importe quoi sur elle. Elle affirmait un fait, le contredisait le lendemain. Elle racontait une anecdote, la démentait ensuite. Voyons ce qui est certain. Edith est fille de Louis Gassion, un acrobate contorsionniste d'origine normande, et d'Annetta Maillard, dont le nom de scène était Lynn Marsat, écuyère de cirque, chanteuse de cabaret et de rue, berbère de par sa mère et, hélas, alcoolique et droguée à ce qu'il paraît. À la mi-octobre 1915, nous sommes donc en pleine Première Guerre mondiale, une infirmière britannique qui avait organisé un réseau allié en Belgique occupée avait été fusillée par les Allemands. Elle se nommait Edith et c'est ce prénom que Louis et Annetta décident de donner à leur enfant. Tout de suite après, évidemment, le père repart au front. La mère trouve que ce bébé est bien encombrant et la dépose chez sa propre mère, Aïcha Saïd. La grand-mère algérienne est elle-même alcoolique et elle allonge, a-t-on dit, le biberon avec du vin rouge afin d'endormir la petite et ainsi ne pas l'entendre pleurer. Ce qui est certain est qu'Edith passe ses premières années dans le dénuement matériel et affectif le plus total et dans des conditions d'hygiène pitoyables. Elle est tellement sale que ses yeux s'infectent. Pendant une permission, son père, bouleversé de la retrouver dans un si piteux état, la reprend à sa belle-mère qui ne demandait pas mieux. Mais lui aussi ne peut la garder à cause de la guerre et de son nomadisme. Il va donc la confier à sa propre mère qui tient une maison close en Normandie, à Bernay. Mais les années d'Edith à la maison close de Bernay furent heureuses, car les filles la chouchoutent. On soigne sa vue en lui appliquant des cataplasmes. Et un jour, on l'emmène en pèlerinage à la cathédrale de Sainte-Thérèse, à Lisieux. On supplie la sainte de la guérir. Et quelques jours plus tard, Edith recouvre la vue. Fut-ce un miracle? Alors peut-on dire que son père, avec qui elle va passer plusieurs années, va lui apporter les premiers rudiments de son art futur? Tout à fait, tout à fait. En 1922, la guerre est terminée et son père va en effet venir la reprendre. Disons qu'elle a aussi un âge où il vaut mieux qu'elle n'habite plus dans ce genre de maison. Et elle passera environ 8 ans auprès de lui, de 7 à 15 ans environ, partageant son existence errante. De temps à autre, il la corrige.
disons, il la gifle. Mais à sa façon, il l'aime. Et surtout, il va, comme vous avez bien dit, lui apprendre à se produire en public à la dure école du trottoir. Alors, Louis Gassion fait son spectacle de contorsionniste et Édith fait la manche en tendant une assiette. Puis un jour, Louis découvre qu'elle a une jolie voix. Il va donc l'intégrer à son spectacle et elle va chanter. Et quelle est la première chanson qu'elle interprète? On le sait, c'est la Marseillaise. Alors la vie sentimentale d'Édith Piaf débute par un drame qui va la marquer jusqu'à la fin de sa vie. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui. Édith a donc environ 15 ans, elle quitte son père et se produit elle aussi dans la rue, parce que c'est ce qu'elle a appris à faire. Toute seule ou en duo avec sa copine Simone Berthaud, ce sera son amie de toute une vie, qu'elle appelle Momone. Environ 2 ans plus tard, elle va connaître un jeune homme, Louis Dupont, auquel elle va se lier sentimentalement. Et de cette union quelque peu improvisée va naître Marcel, qu'on va nommer affectueusement Cécile. Et peu après, comme cela était prévisible, le couple se sépare. Cécile va connaître un début d'existence quelque peu bohème, toutefois beaucoup plus comblé d'amour que celui qu'avait connu sa mère. Mais Louis Dupont n'accepte pas la séparation et encore moins qu'Édith chante dans la rue son bébé dans les bras. Il va donc, pour ainsi dire, kidnapper la petite fille, qui à présent a environ 2 ans, et la prendre avec lui. Hélas, la petite contracte une méningite foudroyante. Quand sa mère accourt, il est trop tard. Cécile décède à l'âge de 2 ans et demi, et ce souvenir hantera Édith jusqu'à la fin de ses jours. Elles sont d'ailleurs enterrées ensemble, l'une à côté de l'autre au Père-Lachaise. 2 rencontres vont complètement modifier le destin de celle qui ne s'appelle pas encore Piaf. Et quels sont ces 2 personnages? On va commencer par le premier. Un jour d'octobre 1935, Édith, accompagnée de sa copine Momone, décide d'essayer les beaux quartiers. Elle découvre avec émerveillement les toiles et les rues et avenues élégantes avoisinantes. C'est ainsi que, à l'angle de la rue Troyon et de l'avenue MacMahon, elle chante. Quelqu'un passe, l'écoute, l'invite à passer une audition. Il s'agit de Louis Leplay, le patron d'un club bien fréquenté au 54 de la rue Charron. Écoutons-le. Il y a quelques jours, je passais rue Troyon. Sur le trottoir, une jeunette chantait, une fille au visage pâle et douloureux. Sa voix m'a pris aux entrailles, elle m'a ému, elle m'a bouleversé. Leplay comprend qu'il s'agit là d'un talent hors du commun. Et il va être son Pygmalion, se lier à elle d'une affection très tendre, paternelle, tout à fait payée de retour par sa protégée qu'il appelle mon papa Leplay. Il va lui construire un répertoire de chansons adapté à sa voix si particulière. Et il va lui inventer un nom de scène qui est la Môme Piaf. Elle va même participer à une émission de TSF, c'est ce qu'on appelait la radio à l'époque. L'émission s'appelle Radio Cité, dont l'animateur Jacques Cadetti, lui aussi tombe amoureux d'Édith et va lui faire enregistrer son premier disque, Les Mômes de la Cloche. Mais le destin va de nouveau la frapper. 6 mois plus tard, Leplay est retrouvé assassiné chez lui. Édith racontera qu'il l'avait pressenti et qu'il le lui avait dit quelques jours auparavant. La police évidemment l'interroge, la garde même quelques jours, mais faute de preuves, la relâche. Alors, la presse à sensation se déchaîne et n'hésite pas à montrer du doigt la Môme Piaf, sinon comme assassine, du moins comme principale suspecte, parce que cette fille des quartiers populaires a pu introduire des gens de mauvais aloi chez le très respectable Monsieur Leplay. Alors, après cet assassinat de Leplay, un nouvel ange gardien croise sa route et lui apporte un nouvel élan. Alors, comment vit-elle cette nouvelle rencontre? Oui. 1 an plus tard, un deuxième ange gardien entre effectivement en scène.
Il s'agit de Raymond Assau, un parolier déjà célèbre. Orpheline de Leplay, Édith a besoin de protection. Lui accepte de l'aider, mais à une condition. Elle fera tout ce qu'il lui dira de faire. Le nom de Môme Piaf, inventé par Leplay, a fait son temps. Assau va le retoucher en Édith Piaf. Il comprend, tout comme Leplay avant lui, que cette jeune fille à la voix si spéciale doit posséder son propre répertoire, adapté à sa vocalité. Et il va en écrire les paroles. Pour la musique, il recourt à un monstre sacré, ce qu'il y a de mieux en ce moment, Marguerite Monod. Marguerite est un enfant prodige, une pianiste de génie, l'élève de Cortot et Boulanger, les deux plus grands pianistes français de ce début de siècle. Elle devait devenir concertiste, mais sa santé ne le lui permet pas. Elle s'adonne donc à la composition de chansons. Elle va écrire la musique de chefs-d'œuvre impérissables, dont Le Légionnaire, Hymne à l'amour, Milord, Les amants d'un jour. Édith devient rapidement célèbre. C'est alors que la guerre éclate. Alors qu'elle éclate, cette guerre, est-ce qu'Édith est à même de poursuivre sa carrière? Et si elle le fait, dans quelles conditions cela se passe-t-il? Oui, malgré la guerre, Édith joue, chante, tourne des films. Mais survient l'occupation. La situation à Paris devient difficile. Elle va donc chanter en Suisse, en Belgique et se réfugier ensuite en zone libre. Elle se rend tout de même en Allemagne afin de chanter dans les camps pour les prisonniers français. Elle aidera même, a-t-on dit, des prisonniers à s'évader en leur faisant fabriquer de faux papiers. Ce qui est certain, certains de ses collaborateurs sont juifs. Marcel Blisten, Michel Emer, Norbert Glansberg. Elle va les aider à s'enfuir, les cacher, leur donner de l'argent. De Marseille, où il s'est réfugié, Emer continue de lui envoyer des chansons. Elle se débrouille pour lui faire parvenir une avance sur ses droits d'auteur. Et à la fin de la guerre, Édith recevra d'ailleurs la Croix du Mérite. Et c'est à la Libération qu'elle va rencontrer un beau jeune homme d'origine italienne qui a 23 ans. Il s'appelle Yves Olivi et son nom de scène est Yves Montand. Alors, à la Libération, à partir de 1945, Édith Piaf confirme son talent, elle connaît la gloire. Mais maintenant, je vais vous proposer de nous approcher un peu plus de la femme qu'elle incarna, car la vie d'Édith Piaf est souvent associée à la passion, voire à une vie sentimentale tumultueuse. Comment est-ce que vous percevez cet aspect de cette femme? Oui, excellente question. Voilà. Alors, il faut tout d'abord éradiquer la fausse croyance selon laquelle Édith fut une croqueuse d'hommes. Car elle tomba véritablement amoureuse de tous ceux avec lesquels elle eut une relation. D'après les témoignages que j'ai recueillis auprès du couple Bonnel et de Jean Dréjac, je puis affirmer haut et fort que jamais Édith ne s'abandonna à qui que ce soit par pur désir charnel. Elle intellectualisait ses relations et elle désirait un homme avant tout à cause de son grand besoin d'être aimée et protégée. N'oublions pas l'enfance dénuée de toute affection qu'elle a dû affronter. Donc, quand elle se sentait vibrer pour un homme jusqu'à le désirer du plus profond de son âme, alors elle le prenait et se donnait à lui. J'aimerais aussi préciser qu'à contrario de certains livres et un certain film qui la dépeignent comme alcoolique, droguée, vulgaire et superficielle, Édith était très intelligente, cultivée, totalement autodidacte, n'ayant jamais suivi d'éducation scolaire, nous l'avons vu. Comme en témoigne d'ailleurs son échange de correspondance avec Jean Cocteau. Apprenant la nouvelle de la mort d'Édith, que Cocteau aimait et estimait profondément, il déclare « Je n'ai jamais connu d'être moins économe de son âme. Elle ne la dépensait pas, elle la prodiguait, elle en jetait l'or par les fenêtres. » Et cette douleur a peut-être provoqué l'infarctus qui l'a terrassé le jour suivant.
Édith était donc très généreuse, nous l'avons vu. De plus, elle savait reconnaître le talent et s'investissait à fond pour aider ceux qui le méritaient. Je vais citer Eddie Constantine, Charles Aznavour, les compagnons de la chanson, Gilbert Bécaud, Yves Montand, Georges Moustaki. Je voudrais dire deux mots sur sa voix. Excusez-moi, mais c'est une déformation professionnelle. Que dire de sa voix? Et, techniquement parlant, elle n'est pas très belle. Et souvent, pas trop juste non plus. Elle est plutôt courte, s'épanouit dans le médium, sans puissance aiguë ni ample grave. Elle est ornée d'un vibrato qui en devient la principale caractéristique. Mais, tout comme Maria Callas, sa contemporaine, émotionnellement, il est impossible d'y résister. On aime ou on n'aime pas, mais elle ne peut laisser indifférent. Et dès qu'on entend quelques notes, on la reconnaît, car elle est sans pareil. Alors, bouleversée par le décès de Marcel Cerdan, dont elle assume une part de culpabilité, Édith va se rapprocher de la spiritualité et devenir membre de l'ordre de la Rose-Croix. Bon, on va y arriver. Alors, Édith se considère en effet responsable du décès de Cerdan, survenu le 27 octobre 1949, car il voulait rejoindre New York en navire et elle l'a poussé à prendre l'avion afin de le revoir sans tarder. L'avion, bon, je pense que tout le monde le sait, il est hélas tombé, et tout le monde avec. Nul doute, Cerdan était l'homme de sa vie, c'est-à-dire celui qu'elle a aimé le plus. Maintenant, la souffrance profonde, le déchirement que lui a causé ce décès, l'a-t-elle rapprochée de la spiritualité? Pas vraiment, car elle a toujours été attirée par celle-ci. Je pense que la phrase clé qu'elle prononça alors est que je cite « Dieu ne m'a pas ménagé. Cependant, il a ses raisons. Et je n'ai pas à me révolter, mais à les accepter. » Cette phrase lui fera se poser bien des questions auxquelles elle ne trouve pas de réponse. Et, tout doucement, l'amènera au portail de l'ancien mystique ordre de la Rose-Croix. Elle veut, en effet, comprendre pourquoi elle, qui a toujours fait du bien, est ainsi persécutée par le destin. Ceci dit, elle ne devient pas membre de l'ordre tout de suite. Elle fait sa demande en 1955 et le restera jusqu'à sa mort en 1963. Alors, ses amis, ses proches collaborateurs remarquent un changement profond de son caractère. Notre enseignement apaise son mental tourmenté, lui fournit bon nombre d'explications à ses déboires qu'elle nommait injustice, lui permettant d'en faire l'expérience intérieure et de comprendre le pourquoi. Alors ce caractère entier, passionné d'Édith Piaf se manifeste donc par une quête spirituelle, vous venez de le développer, dont on trouve une trace dans les textes qu'elle interprète. Alors sur cet aspect, quels sont les éléments que vous pouvez nous apporter, nous décrire? Oui. Témoin de cette période de renouveau spirituel, le célèbre parolier Jean Dréjac, que j'ai eu l'honneur de rencontrer, auquel elle présenta l'ancien mystique ordre de la Rose-Croix et qui lui aussi en fut membre jusqu'à son décès en 2003. Édith va lui demander, notamment, entre autres, d'écrire les paroles de Soudain une vallée pour graver à jamais l'émotion qu'elle éprouva lorsque, progressant dans l'étude de nos enseignements, elle sentit les premières vagues de l'état d'apaisement intérieur que nous nommons la paix profonde. Ces deux mots, paix profonde, figurent d'ailleurs dans la chanson. Alors sa santé, hélas, se détériore régulièrement. Elle poursuit sa carrière, sa recherche mystique jusqu'à sa mort en 1963, vous venez de nous le dire. Que retient-on de ces dernières années? Les dernières années sont difficiles. Elle a des problèmes de santé, une polyarthrite très douloureuse.
et elle doit prendre de la morphine. Toutefois, elle continue à se dépenser. Elle chante notamment à l'Olympia afin de sauver cette célèbre boîte de la faillite. Et sur scène, elle déploie sans compter tout son talent, que le public honore d'ovations qui dépassent souvent les 20 minutes. Et malgré ses forces qui s'épuisent, elle ne tient sur scène qu'à renfort de médicaments qui l'abîment encore plus. Et 2 accidents d'automobile n'arrangent guère la situation. Juste 1 an avant de nous quitter, elle épouse Théo Sarapo, d'origine grecque, qui va la suivre amoureusement jusqu'à son dernier souffle. Alors, en guise de conclusion, au-delà du temps et de l'espace, peut-être que vous avez quelques mots à lui adresser? Écoutez, je préfère lui dédier ces belles paroles de Jean Dréjac qu'il me rapporta au cours de l'un de nos entretiens. Écoutons-le. Édith était quelqu'un qui possédait un magnétisme incroyable, qui de prime abord ne pouvait vous laisser indifférent, puis qui vous happait. Elle savait vous révéler à vous-même et souvent, afin de vous stimuler à vous surpasser, elle vous portait plus haut que ce que vous valiez. C'est cette extraordinaire force magnétique qu'elle possédait et qu'elle émanait sur scène qui explique en partie son immense succès. Je ne vois pas de meilleure conclusion. Merci Alexis Bulgari. Et pour compléter cet échange, je vous propose d'écouter Soudain une vallée. Vous avez parcouru le monde, vous croyez n'avoir rien trouvé. Et soudain une vallée s'offre à vous pour la paix profonde. Vous aviez dépensé vos rêves au hasard des bonheurs volés. Et soudain une vallée où la voix d'un ami s'élève, marchant sous un nuage, perdu dans votre nuit, tout seul au cœur de l'orage, balayé par la pluie. Vous traîniez des regrets immenses, des envies, des remords voilés. Et soudain une vallée vous apprend que la vie commence. Le ciel tout grand s'éclaire d'amour et de bonté. Soleil pour la vie entière et pour l'éternité. Vous rêviez d'un bonheur immense, sans espoir de jamais trouver. Commence. Et soudain une vallée
l'espoir et